Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous souhaite bonsoir individuellement. Je souhaite aussi le bonsoir au public ici présent. Ce soir, donc, nous sommes réunis au conseil municipal pour aborder un certain nombre de points. Mais tout d'abord, comme le veut la règle, nous allons procéder à l'appel des conseillers. Bonsoir à tous, messieurs et mesdames les élus, monsieur le maire. Christian Rafra. Présent. René Bourbon. Présent. Rosemarie Gélotel. Présent. Hervé Planchette. Présent. Lila Martial. Jackie Espargaro. Procuration. Procuration par Hervé Planchette. Marlène Moderne. Mario Marquet. Présent. Karine Alexandre Sabin. René Misa épouse Carrel. Épouse Carrel, procuration par moi. Procuration à René Bourbon. Marie Moussialon, épouse Bragance. Présente. Germaine Pierre-Léandre. Présent. Thierry Méronis. Alors, Nicole Rémire qui est la procuration pour M. Bionis. Roland Carissan. Nicole Rémire. Cédric Puffer. Présent. Raphaël Éloi Blaisès. Présent. Michaela Gobalsami. Alice Belchasse. Présent. Michael Gobalsami. Présent. Hugues Alcindor. Présent. Ludmila Larade. Roger Liméa. Nazaire Carissan, Luc. Présent. Édouard Virailui. Brigitte Dupont. Et Elsie Malacoutou. Merci. Donc nous allons aussi demander un volontaire ou une volontaire pour le secrétariat de séance qui se propose. Il faudrait même plusieurs parce que ce soir, Madame Lenoir, secrétaire administrative, étant absente, donc il faut vraiment des rédacteurs à côté de Mme Anthony qui va prendre des notes. Donc qui se défend? Madame Génaud Rosemarie Flesden. Merci. Donc, chers amis, ce soir, nous allons aborder plusieurs chapitres: l'administration générale, les ressources humaines, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, les finances. Donc, dans l'administration générale, le premier point sera l'adoption des procès-verbaux des 10 et 21 décembre 2015. Point de demande par les 7 conseillers municipaux d'une assemblée générale de l'office municipal de tourisme. Point 3, suppression de régie, pas des régies, de régie. 4, approbation du partenariat entre la ville et la CCIR. C'est un projet de partenariat. Ressources humaines. Nous avons un chapitre, une question concernant le régime indemnitaire. En chapitre urbanisme et aménagement du territoire, nous aborderons le point de la sécurisation de la route communale du monde d'Orange. Et dans le chapitre financier, en point 7, nous traiterons de l'attribution d'avance de subventions, de la révision des tarifs de l'esclavage en point 8, de la révision du plan de financement de l'opération en rénovation de la cathédrale de Village en point 9. En point 10, nous aborderons l'avis de la Chambre régionale des comptes, numéro 215 0129. En point 11, enfin, ce seront plusieurs informations diverses. Y a-t-il des observations concernant l'ordre du jour? Pas d'observation. Donc nous abordons le premier point qui est
Donc l'approbation des procès-verbaux des 10 et 21 décembre. Donc d'abord celui du 10 décembre 2015. Collègues, vous avez tous reçu ce procès-verbal en annexe à votre convocation. Je voudrais connaître vos remarques, vos observations. Vous avez la parole. Monsieur Loubalsani Miguel. Oui, juste pour sur l'annexe 1, il était page 6. Il était écrit, c'est Mme Loubalsani. Mme Loubalsani. Page 6. D'accord. C'est monsieur. C'est monsieur. Il peut y avoir confusion à juste. Voilà, merci. C'est la carnaval. D'autres observations? Pas d'observation? Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Procès-verbal adopté à la majorité moins 3 abstentions. Je vous remercie. Le deuxième procès-verbal que nous avons à valider est celui du 21 décembre 2015. Vous l'avez également reçu. Alors vous avez la parole pour vos observations, demandes de modification, de rectification. Hervé Blanchet. Page 2, il a été dit que j'ai accusé le 1er juin de l'ancienne équipe, alors qu'il ne pas dit qu'il s'agissait de l'ancienne 1er juin, j'ai dit qu'il s'agissait d'un élu de l'ancienne majorité, qui a donné des propos injurieux sur un moyen de communication officielle du Conseil d'État. Donc ce n'est pas le 1er juin, c'est un élu. Y a-t-il d'autres observations, demandes de rectification, de modification? Non. Donc nous passons à l'approbation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc approbation de ce procès-verbal du 2 abstentions, de la séance du 21 décembre 2015 à la majorité, moins 2 abstentions. Nous passons donc à la suite de l'ordre du jour par le point 2. Il s'agit de la demande par les 7 conseillers municipaux d'une assemblée générale, par 7 conseillers municipaux représentant la mairie de Saint-Pierre au sein de l'office municipal de tourisme, d'une assemblée générale. Donc je passe la parole pour cela à notre premier rapporteur, M. Belchas Ali. Monsieur le maire, bonsoir, cher bonsoir, chers collègues. Demande par les 7 conseillers municipaux d'une assemblée générale de l'office municipal du tourisme. Le conseil municipal avait adopté, lors du conseil municipal du 6 décembre 2012, les nouveaux statuts de l'office municipal de tourisme de Saint-Pierre. Cependant, par courrier daté du 18 septembre 2015, la quasi-totalité des membres de son conseil d'administration ainsi que le président de l'association annonçaient leur démission. Dans ces conditions, l'association ne peut donc plus porter efficacement la politique du tourisme souhaitée par la commune de Saint-Pierre. Celle-ci a donc intégré à s'approprier directement cette dimension par le biais au moins provisoire d'une régie directe qui aura pour vocation la mission des services publics administratifs, notamment à déterminer sous l'impulsion des élus une politique du tourisme de la ville, à assurer l'information des habitants et des visiteurs, à préconiser le meilleur outil de gestion et de valorisation du patrimoine touristique de la ville. Parallèlement, il apparaît utile de solliciter la dissolution de l'association et de contrôler ultérieurement sa liquidation afin d'éviter les conséquences négatives pour la ville. À cet effet, il doit être décidé, conformément au statut, de confier aux 7 élus désignés par délibération datée du 20 mai 2015 pour représenter la commune au sein de l'association, de demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de se prononcer sur la dissolution de l'association, de veiller à ce que cette demande conjointe
co-signé par le secrétaire général de l'association, soit adressé à l'ensemble des membres de l'association, de s'assurer de la bonne tenue et du bon déroulement de cette assemblée générale, au cours de laquelle il sera demandé de voter pour la dissolution de l'association, la désignation de contrôleur à sa liquidation. Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal de confier aux 7 élus désignés par délibération datée du 20 mai 2015, dans le respect des règles statutaires, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la dissolution de l'office, de décider de la création d'une régie directe destinée à assurer les missions de service public du tourisme, étant qu'elle relève d'un service public administratif, information, assistance à la mise en place d'une politique de tourisme, détermination de l'outil adapté. Alors, si je puis me permettre, j'aimerais apporter une précision au niveau de cette demande. La motivation première de cette demande est qu'au début du mois de juillet 2015, le 3 juillet 2015, il y a eu une assemblée générale de l'office de tourisme. Cette assemblée générale, qui était donc à l'époque présidée par M. Valère, qui était toujours en exercice, n'a pas réuni le quorum nécessaire pour pouvoir délibérer selon les statuts même de l'office. Donc, à la demande de M. Smartéo, ainsi que des autres élus désignés par le conseil municipal, nous avons adressé un courrier au président afin qu'il puisse, selon la loi, dans les 15 jours, convoquer à nouveau une assemblée générale qui aurait eu la possibilité de délibérer quel que soit le nombre de personnes présentes. Cette demande a été faite à plusieurs reprises. Il n'y a eu aucune suite à cette demande. Plusieurs relances ont continué à être faites par voie de courrier, toujours aucune réponse, jusqu'à la prise de décision d'une démission en bloc des membres du conseil d'administration de l'office du tourisme. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même la seule ville d'art et d'histoire, d'accord, et nous avons un office de tourisme sans conseil d'administration. Nous avons un personnel qui est quand même présent pour pouvoir accueillir les visiteurs, pour pouvoir leur apporter les renseignements nécessaires pour pouvoir les guider à travers la ville. Mais nous estimons qu'il est quand même primordial pour une ville comme Saint-Pierre d'avoir enfin un véritable outil qui permette de mettre en place ce que nous avons comme vision pour le développement touristique de la ville. Donc j'espère que tout le monde autour de cette table sera d'accord, ou en tous les cas ceux qui ne le sont pas feront des propositions constructives. Merci beaucoup. Merci, M. Belchas. Belchas est intervenu ici en tant qu'élu délégué au sein de cet organisme. Donc il connaît bien le problème, donc il a tenu à apporter les premiers éléments. Donc il s'agit pour nous d'aller au-delà, parce que cet organisme a été mis en place par délibération municipale. Donc c'est un organe municipal. Donc il s'agit maintenant que la municipalité prenne ses responsabilités, comme il a été dit. 2 personnes ont été mises à disposition de la municipalité pour le fonctionnement de cet office. Les locaux sont mis à disposition de la municipalité. Le téléphone, l'eau, l'électricité sont payés par la municipalité. Donc c'est une entité maintenant qui est sans tête, si je puis dire. Il s'agit de prendre acte, sachant que le risque pour la municipalité, c'est de devoir, en bout de compte, si je puis dire, assumer on appelle ça l'héritage, qui est en fait un débit que nous savons déjà autour, ou un peu plus de même de 100 000 € de factures impayées. Donc là, les fournisseurs attendent. Il est temps que la municipalité prenne cette décision après plusieurs relances, comme il a été dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proposons donc d'une part d'autoriser, c'est bien la formulation,
que le conseil municipal autorise les 7 élus qui le représentent au sein de l'organisme office municipal de tourisme de Saint-Pierre à provoquer une assemblée générale avec, pour seul point à l'ordre du jour, la demande de dissolution de l'office qui en fait est quasiment dissous de fait. Donc, et de préférence d'associer le seul représentant du conseil d'administration qui n'a pas démissionné, à savoir le secrétaire général. Voilà, donc c'est l'enjeu ce soir. Et ensuite, deuxième point, le conseil municipal doit se prononcer sur la création d'une régie directe, c'est-à-dire de l'internalisation de la mission de l'office du tourisme en régie, c'est-à-dire au sein de la municipalité, par le biais d'un service qui sera structuré pour assurer les missions de service public du tourisme, sachant que, comme il a été dit par Ali Pelchas, nous sommes ville de la l'histoire, nous savons que Saint-Pierre est en première ligne du tourisme martiniquais. Nous avons donc cette responsabilité de mettre en œuvre une véritable politique touristique pour notre ville et pour la Martinique. Et comment faire sans mettre en place un organe qui va assurer la gestion de cette politique. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bien, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? On peut dissocier les questions. Qui vote contre la mission que nous devons donner aux 7 élus du conseil municipal pour provoquer cette assemblée générale? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions, on vote à la majorité, donc 3 abstentions. Deuxième point, de décider de la création d'une régie directe destinée à assurer les missions de service public du tourisme au sein de la ville de Saint-Pierre, au sein de la municipalité de Saint-Pierre, de la mairie de Saint-Pierre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Décision à la majorité, moins 3 abstentions. Je vous remercie. Nous allons passer donc maintenant au point 3 de l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation d'un projet de partenariat entre la ville de Saint-Pierre et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Je passe la parole pour cela, pour la présentation de ce point, à M. Raphaël Edouard-Denis. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Alors, la nouvelle organisation des compétences proposée par la loi NOTRe a conduit le réseau consulaire et l'association des maires de France a signé une convention de partenariat le 8 septembre 2015. De ce document, il ressort la volonté de réaffirmer le besoin de proximité et d'opérationnalité pour promouvoir le développement et l'emploi local, de mutualiser leurs moyens pour augmenter leur capacité d'investissement menacée par la baisse de leurs ressources respectives. Le projet de convention entre la ville de Saint-Pierre, représenté par son maire, M. Christian Rafa, et la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, représentée par son président Manuel Baudouin, s'inscrit dans le cadre défini et tient compte des projets conjoints qui ont jalonné leur histoire partagée. Créée en 1759 à Saint-Pierre, la CCI Martinique entretient depuis cette date des relations institutionnelles avec la ville. Bien que marquées par l'émission de 1902, ces relations ont pris un nouvel essor avec la réimplantation de la CCI Martinique en 1996. Cette domiciliation a permis la mise en place d'actions au profit des entreprises de la ville, mais aussi de tout le Nord Caraïbe, telles que Mission au pays, Saint-Pierre 2002, animation commerciale, Soleil du Bout, Nord Caraïbe nous accueille, championnat d'année, entretien des plages et entrée du bourg, assistance post-catastrophe pour la tempête Lily, information sur le DOCUP 2000-2006 et Leader Plus, programme appui, études de témoignage, etc. Il convient aujourd'hui de renforcer ce partenariat et de l'inscrire dans le cadre formalisé sur la période 2015-2020.
le maire demande donc au membre du conseil municipal d'approuver la convention telle que rédigée en annexe 3 et de l'autoriser à la signer. Collègue, vous avez la parole. Peut-être que monsieur est un tout petit peu plus loin en donnant quelques explications sur le contenu de cette convention. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même la double casquette élu CCI et élu conseil municipal. Donc, c'est une affaire qui a suivi des deux côtés. Cette convention permettra à la ville et elle largement notre avantage à l'île de Saint-Pierre de mettre les moyens de la chambre de commerce, son ingénierie, ses compétences et ses moyens au développement de la ville. Donc tout ce qui est dynamisation des commerces, de l'emploi et aide sur les différentes études qui sont menées, qui seront à venir, telles que la ZNO sur laquelle on a un gros travail qui est fourni. Donc c'est vraiment un partenariat qui est important et qui va nous permettre justement à la commune de faire avancer nos dossiers beaucoup plus rapidement et plus amplement. Donc pareil, vous devez savoir aussi que bientôt va s'organiser les 250 ans de la CCI. Donc une partie de ces événements vont se dérouler à Saint-Pierre pour l'occasion de la signature de cette convention. Merci. Y a-t-il des questions, des observations, des demandes d'éclaircissement? Donc effectivement, cette convention est un enjeu pour nous important, qui se fonde sur plusieurs axes. Renforcer les connaissances réciproques sur le territoire de la ville de Saint-Pierre, des échanges d'informations. L'axe 2, c'est développer une communication croisée sur les enjeux communs de la ville de la CCI. L'axe 3, c'est renforcer la collaboration locale entre la mairie et la CCI Martinique. Par exemple, plusieurs points, aménagement, animation, promotion de l'attractivité du territoire, accompagnement des entreprises et des futurs créateurs d'entreprises, information et formation des dirigeants et de leurs salariés, orientation de la formation et l'insertion des jeunes, prévention des risques naturels, technologiques, sociaux touchant des acteurs économiques. Donc, on va un petit peu plus loin et on découvre dans l'article 8, effectivement, qu'il y a plusieurs choses. On va oublier juste ce projet de transport par barge des matériaux que la Chambre de commerce a déjà très bien travaillé et qui se propose de piloter cette conversion de transport terrestre en transport maritime, partiellement, parce qu'on sait que ça ne sera jamais totalement, mais c'est d'ailleurs un projet qui est soutenu par l'actuel CTF. Parce que les premiers essais ont été faits en 2008, ont été réalisés en 2008, donc il y a quelque part un consensus sur cette idée depuis 2008. Voilà. En échange de quoi, ce sont des échanges de contributions entre la ville. Matériellement, c'est la mise à disposition d'une partie de la région de la Bourse pour héberger les nouveaux locaux de la Chambre de commerce. Ce qui, bien entendu, devrait rapporter un loyer à la ville, qui sera négocié dans un second temps, et la visibilité de la Chambre de commerce qui voudrait mettre un logo sur une plaque, en disant que son enseigne sur la maison de la Bourse, sachant que cette maison de la Bourse, en fait, historiquement, il y a 250 ans, s'appelait Bourse du commerce, et que c'était là où la première fois la Chambre de commerce s'implantait en Martinique.
Donc c'est un lieu historique et emblématique pour la Chambre de commerce. D'où l'idée de ce partenariat aussi, mais favorable à notre ville et au Grand Martinique qui en a bien besoin. Pas d'intervention supplémentaire. Bon, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption de cette délibération à l'unanimité. Nous passons donc au point 4, qui est celui de la suppression de régie. Et je passe ici la parole à Mme Taïna Anthony, directrice générale des services de la mairie de Saint-Pierre. Après un état des lieux des régies de la ville de Saint-Pierre, 2 régies ont été repérées comme inactives, et ce depuis plusieurs années. Il s'agit de la régie de permis financier, créée par arrêté daté du 31 juillet 1996, et de la régie du stade Gabriel Délor, créée par arrêté modificatif du 30 juin 2007. Dans le cadre de l'optimisation des services et pour une meilleure clarté dans la gestion des régies municipales, le maire propose la suppression des dites régies. Il demande donc aux membres du conseil municipal de l'autoriser à procéder à la suppression de la régie permis financier et de la régie du stade Gabriel Délor. Je vois qu'il y en a qui sourient. La régie de permis de danser. On essaie de comprendre à quoi ça servait, mais c'est assez. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait une explication d'ailleurs. Une hypothèse. Non? Bref, en tout cas, c'est. Oui. Oui, on avait supposé que c'était peut-être la location pour la cantine du stade, pour les baptêmes, pour les réceptions qui étaient organisées. Mais sinon, on ne pensait pas comment c'est. Et après, c'est. Bien, donc en fait, ça correspond aussi, c'est pas anodin, c'est juste une demande quand même de la perception, des ordres, qui nous demande de diminuer, de réduire le nombre de régies au nombre de. Il n'y a pas de nom. Qui étaient très nombreuses. 12 régies, tout simplement, dans cette mairie. Donc, on nous a demandé de réviser, de revoir ces régies sur le plan de leur utilité et de réduire un peu la voilure sur ce plan-là. Donc, ce sont les 2 premières régies que l'on supprime, mais il y a d'autres propositions qui vont venir pour concentrer un peu une fusion de certaines régies pour optimiser le nombre de régisseurs d'ailleurs, parce que c'est pas évident de trouver des régisseurs pour toutes ces régies. Voilà, donc y a-t-il des questions complémentaires? Pas de questions? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc cette délibération est adoptée à la majorité moins une abstention. Dans le chapitre ressources humaines, nous allons aborder le point de modification de certains régimes indemnitaires. Je passe la parole pour cela à Madame Henri. Effectivement, vous avez été tous destinataires de la note de cette concernant ce point. Simplement pour expliquer qu'il s'agit effectivement de l'IFDS, donc c'était une indemnité créée en 89, donc les montants de référence étaient encore en francs. Il s'agissait simplement de d'actualiser cette délibération et donc de rappeler les montants de référence actuels. La deuxième indemnité, l'ISS, indemnité spécifique de service, a été créée simplement pour accueillir un nouvel agent qui vont faire de la vie, simplement. Voilà. Et qui a été doté avec un statut qui doit être repris par la municipalité de Saint-Pierre à ce niveau. Donc, chers collègues, je passe la parole. Bien entendu, cette question a été soumise au comité technique qui l'a adoptée à la majorité. Donc, vous avez la parole. Vos questions. Pas de questions.
Bien. Alors donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à la majorité, moins 2 abstentions. Le chapitre urbanisme et aménagement du territoire nous amène à aborder le sujet de la sécurisation de la route communale du Mont d'Orange. Comme vous le savez, chers collègues, la route d'accès du quartier Mont d'Orange au quartier Mont d'Orange a connu le samedi 30 janvier 2016, vers 19h, un important éboulement. 2 arbres ont été déracinés et cela a entraîné la chute de ces arbres sur la route, donc l'obstruction de la route. Cet épisode intervenait après celui de fin août 2015, où un bloc de 3 mètres cubes, 1,50 m de diamètre, s'était détaché de la falaise et s'était arrêté à quelques mètres d'une habitation de la cité Vieux-Lycée, arrêté simplement par un arbre à pain. Un vrai miracle. Nous avons donc procédé dans un premier temps à l'élimination de 2e bloc rocheux, bombe volcanique qui était évalué à 12 tonnes, qui était en situation aussi de se décrocher de la falaise à n'importe quel moment. Le travail a été fait en septembre. Donc, il faut savoir, vous savez que cette route mène au quartier Mont d'Orange et Blondel, où habitent 11 familles. C'est un accès au point de vue de la Vierge des Marins, point très apprécié, point de vue très apprécié par les touristes et très fréquenté par les touristes. Une forme de point d'accès aussi au futur observatoire vulcanologique en cours de réalisation. Mais en contrebas, il y a aussi des familles qui sont menacées par ces éboulements qui habitent donc la cité du lycée. Ce risque, il est connu depuis très longtemps, puisque cette zone est classée au plan de prévention des risques de la ville en zone rouge, risque d'éboulement, risque de glissement de terrain. En plus de la sécurité de la montée, parce que depuis très longtemps, nous avions demandé à ce que des glissières de sécurité soient posées, que la signalétique indiquant les chutes de pierre soit mise en place. Tout cela, donc, il nous revient de le faire en identifiant d'abord les causes d'instabilité constatées et du phénomène redouté, évaluer le niveau des risques qui perdurent et donc d'établir ensuite des recommandations en matière de sécurisation. C'est dans ce contexte que la commune souhaiterait mettre en œuvre un vaste projet qui répondrait aux risques actuels et qui se déclinerait en 3 phases. Traiter l'urgence actuelle, c'est fait, mais ça se poursuit là actuellement, et c'est déjà fait par la pose de panneaux de signalétique qui interdisent maintenant le stationnement sur toute la voie d'accès, qui représente quand même 500 mètres à peu près, qui signale, pour ceux qui ne le savent pas, le risque des bouillies et le risque de chute de pierre. Ça va s'accompagner de la pose de glissières de sécurité pour les automobilistes. Mais avec l'aide du sous-préfet, qui s'est tout de suite, à son arrivée, engagé dans ce combat avec la municipalité de Saint-Pierre, nous allons lancer des études complètes pour la sécurisation de la route. Le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, a déjà fait un pré-diagnostic qui a montré qu'il y avait 2 zones particulièrement à risque sur toute la pente. Et l'ensemble de la pente est sujet en fait, à provoquer des risques, il y a des menaces. Donc, ce pré-diagnostic étant fait, il nous faut aller maintenant plus loin, le confier à une entreprise spécialisée qu'on va sélectionner par appel d'offres, une étude plus approfondie avec des sondages et une évaluation surtout du budget à mettre en face de cette nécessité de sécuriser l'intégralité de l'accès au Mont d'Orange. Donc, les résultats attendus sont le renforcement de la sécurité routière sur le chemin d'accès,
le renforcement de la sécurité du quartier du lycée, de la cité du lycée. Il y en a qui me regardent, qui me disent bien que ce n'est pas le quartier, mais la cité, j'ai bien retenu. Et l'augmentation, favoriser l'augmentation sécurisée de la fréquentation des touristes sur l'accès du point de vue de la Vierge des Marais. Donc le coût global de cette opération sécurisation du Mont Orange s'élève à 80 437 € et son plan de financement pourrait être le suivant: des fonds barniers en provenance de l'État, 32 174,80 €. La collectivité territoriale de Martinique pourrait nous apporter 55% de ce financement, c'est ce que nous avons lui demandé en tout cas, 44 240,35 €. Et la commune de Saint-Pierre apportera sa contribution à hauteur de 5%, soit 4 021,85 €, pour un total de 80 437 €. Je dis bien qu'il s'agit de la première phase. Cette question vous est soumise ce soir et je vous demande de m'autoriser à engager les procédures liées à la réalisation de l'opération telle que décrite, d'approuver le plan de financement présenté et de me permettre de solliciter les cofinanceurs. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur Gobansani. Oui, bonsoir. Monsieur, j'avais une question. Est-ce que la CTF est au courant de l'écoulement? De l'écoulement. C'est-à-dire des dégâts que ça a causé au monde orange. Parce que c'est au courant. Est-ce qu'ils étaient au courant? Oui. Je peux dire ce qui a été fait. Donc, pour le premier éboulement, c'était l'ex-Légion Martinique. J'ai demandé immédiatement l'aide de. Bien sûr, je voudrais, avant toute chose, saluer l'action du sous-préfet, mais qui s'est traduite par la présence immédiate et très efficace de la gendarmerie, des pompiers, qui sont sous le feu de l'actualité, si je peux me permettre cette expression, mais qui ont répondu immédiatement à notre demande de nous aider à sécuriser, à déplacer les habitants de la cité, parce que c'était nécessaire, il y avait trop de risques pour la première opération. Donc, au-delà de ça, j'avais demandé l'aide de la région Martinique pour permettre d'améliorer cette trace qui traverse les champs de bananes de M. Desgros, qui a été aussi très, comment dirais-je, que nous devons remercier, parce qu'immédiatement, il a autorisé la traversée de cette terre. Donc, mais là, le CAN Caraïbes avait travaillé très très vite, et en une journée, la voie a pu être rendue accessible par les riverains. Donc la région, l'ex-région n'avait pas eu le temps d'intervenir, et voilà, parce que ça passait par la signature d'une convention pour autoriser l'intervention des engins de la région Martinique. Donc dans le deuxième cas, oui, la CTM a été, j'ai tenté de prévenir la CTM, là aussi après l'intervention en pleine nuit des pompiers qui ont pu par exemple, qui nous ont aidés à ramener simplement un jeune père de famille avec son bébé dans les bras qui habitait le Mont d'Orange. On est parti à travers champ avec lui, avec l'aide des pompiers, on s'est perdu, mais on a réussi quand même à le ramener à travers champ chez lui. Mais se posait tout de suite la question de savoir si tout le monde allait pouvoir emprunter cette voie. Ce n'était pas le cas. Donc beaucoup de personnes, dont Mme Gérald Berlian, de policiers, sont restées bloquées en bas en attendant qu'on résolve le problème. J'ai alerté la CTM, oui. Maintenant, je n'ai pas pu joindre l'interlocuteur, mais il se trouve que par un biais, je ne peux pas citer des personnes ici, mais l'un des conseillers de la CTM a pu alerter les services techniques. Donc, le responsable en chef des travaux routiers, des grandes infrastructures, m'a contacté le dimanche après-midi même
l'éboulement s'étant produit le samedi soir à 19h. Donc le dimanche après-midi, par son intervention, un technicien m'a accompagné sur cette trace dans les bananes pour évaluer le travail qu'il y avait à faire. Et il a estimé qu'avec une journée d'intervention d'un engin, on pouvait niveler cette trace où Mme Germaine Téléon était passée en touchant de partout avec sa voiture. D'ailleurs, le technicien avec qui j'ai fait le même parcours avait la même voiture. Et on touchait partout et il m'a dit à la moindre pluie, tout le quartier sera bloqué parce que les voitures ne pourront pas passer, ça va patiner, ça va... Voilà. Donc il était question d'une intervention le lundi matin qui n'a jamais eu lieu. Il n'a jamais eu lieu et j'ai rappelé le technicien le mardi qui m'a dit qu'effectivement il avait fait son rapport et que son rapport n'avait été suivi d'aucune consigne. Donc il ne pouvait pas intervenir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Donc on s'est débrouillé pendant une semaine. Les riverains, tant bien que mal, ont utilisé cette trace de banane. Dieu merci, et je le dis très fort, il n'a pas plu. Dieu merci, il n'y a pas eu besoin de faire intervenir des ambulances ou autres en cas de problème. Ça s'est bien passé. Mais ce que je dis ici, on va passer sur le fait que peut-être que c'est juste un problème de coordination qui a fait que l'opération n'a pas pu se faire. Je ne veux rien dire d'autre, je n'en sais pas plus. Mais là, nous avons un urgent besoin d'une intervention de la CTM pour améliorer cette trace, pour nous permettre d'aller plus loin. Parce que les travaux qui vont se faire, je ne vois pas comment on va pouvoir les faire en bloquant tout le quartier là-haut. Il va falloir donc créer, avec l'autorisation de M. Dubois, une voie dans ces champs de bananes. Je sais qu'il est d'accord déjà sur le principe, pour permettre au quartier d'être désenclavé pendant la réalisation des travaux. Donc voilà, c'est ce que je peux dire à ce stade. Par contre, je vais demander quelque chose. Alors, pour la sécurité des gens, personne. Mais dès qu'il s'agit de délibération, on voit tout le monde. Voilà. Madame Alexandre. Je vois que bonsoir à tous, chers collègues. C'est une route communale, donc normalement c'est qui est-ce qui s'occupe aussi? C'est la mairie de Saint-Pierre ou le conseil général actuellement à Saint-Pierre? C'est la mairie de Saint-Pierre. Je ne comprends pas qu'en 36 ans que les formes habitent là, moi aussi, en 36 ans il n'y a rien fait. Donc je pense que c'était une volonté de qui? De ne rien faire. En 36 ans j'ai eu de multiples éboulements. Je pouvais dire que chaque fois que je monte là, j'ai la peur. Moi je me dis, si je passe, je passe. Si je passe, j'avais mon frère tous les soirs pour savoir si je vais rentrer. Dès qu'il a plu, nous sommes inquiets, parce que c'est après la pluie, souvent, il y a des chutes de terre. Dès qu'on monte, on ne voit rien. Dès qu'on redescend, on a un gros caillou. Alors je me dis, mais alors, on est là. Donc nous sommes en sursis. Moi j'essaie de faire un aller, un retour. J'ai dit ça à mes parents, à tous les gens qui habitent là, d'essayer de faire un aller et un retour, de ne pas passer comme ça, passer toute la journée à descendre, parce que c'est risqué. Moi, chaque fois que je monte, je dis, oh là là, un caillou va me tomber sur la voiture. Et là, il n'y a pas de survivants, là, il y aura du mort. Et je ne comprends pas, en des années, personne n'a rien fait. On n'a même pas pensé à la cité du lycée. Donc, même si on dit très peu de familles là-haut, mais surtout en bas. Surtout en bas. Personne n'a pensé que des roches de plusieurs tonnes, comme dit M. le maire, pourraient tuer des gens. Donc, il y avait quelqu'un qui était conseiller général, qui aurait pu justement faire un dossier. Je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas, je ne comprends pas jusqu'à maintenant. Oui, je confirme que la route est communale, mais là, nous sommes au-delà des capacités de la commune et nous avons aussi un enjeu qui dépasse l'enjeu communal. C'est un enjeu qui est simplement celui de la sécurisation, de la mise en sécurité d'hommes et de femmes de Martiniquais. C'est pour ça que le sous-préfet ne s'est pas posé la question de savoir si c'était un chemin communal ou pas. Il a dit tout de suite, monsieur le maire, nous allons y aller, parce que l'État a prévu des fonds pour ça. Ce sont des fameux fonds Barnier pour des problèmes de risque, et comme ça, Marie Marquet pourrait nous donner des informations complémentaires là-dessus.
c'est prévu. On ne va pas dire, ah oui, c'est le chemin de la commune à se débrouiller. Ce sont des citoyens qui sont en danger. Donc, là, l'État interviendra. Nous allons solliciter la CTM, qui, à mon avis, interviendra. J'ai déjà eu quelques retours sur ce plan-là. Qui, lorsque nous avons réuni les riverains pour les informer lundi dernier, le président de la CTM s'est excusé. Il n'avait pas pu être présent ou déléguer quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, ils sont prêts à intervenir. Et il faudra intervenir. Quant à savoir pourquoi rien n'a été fait, ça c'est une autre question. C'est vrai que nous, dans l'opposition, on avait signalé à plusieurs reprises la nécessité de faire quelque chose. Et bien c'était. D'ailleurs, c'était un riverain, je ne vais pas le citer, tu le connais bien, qui nous avait déjà indiqué que la bombe volcanique de 12 tonnes était en situation d'instabilité. Il se trouve que nous n'avons même pas eu le temps, puisque nous étions là depuis seulement 4 mois, nous n'avons même pas eu le temps d'aller au-devant de ce problème que la bombe d'à côté, un peu moins grosse, dégringolait pour nous dire hey, il est temps que vous vous en occupiez. Et c'est Calcaraï qui a fait effectivement le diagnostic qu'un riverain qui habite le Mont d'Orange, que tu connais très bien, avait déjà signalé à la mairie de Saint-Pierre. Donc c'est vrai. Et maintenant, il nous revient maintenant de faire ce qui n'a pas été fait. Nous allons le faire parce que l'enjeu dépasse la simple sécurisation, si je puis dire, qui est quand même l'enjeu premier, le plus important, mais c'est aussi la possibilité du développement de Saint-Pierre vers le haut. C'est-à-dire qu'en sécurisant cette voie, en la repérabilisant, nous allons pouvoir peut-être inciter d'autres personnes à aller s'installer dans ces quartiers qui sont très agréables et qui se trouvent dans les hauteurs. C'est une possibilité de développement de l'urbanisme de Saint-Pierre vers le haut. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce stade. Ah oui, j'ai oublié de dire que, effectivement, le risque il est tellement grand que nous avons donc signalé ce risque, nous avons interdit le stationnement dans la montée et nous avons aussi, malheureusement, je l'ai dit à monsieur le curé David Rondolph, jusqu'à ce que nous résolvions ce problème, les processions vers la Vierge des Marins ne passeront pas par l'accès de Mont d'Orange. Et nous allons donc devoir trouver un autre accès, peut-être par la vallée des Papillons, ou derrière le porte adventiste. Les services techniques sont déjà en train d'étudier ces possibilités. Y a-t-il d'autres questions? Non? Donc je propose que nous passions au vote. Je rappelle la question. Donc le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à engager les procédures liées à la réalisation de l'opération telle que décrite, d'approuver le plan de financement présenté ci-dessus et de lui permettre de solliciter des cofinanceurs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité de cette délibération. Nous abordons donc maintenant le chapitre finances avec la décision d'attribution d'une avance de subvention. Je passe la parole à M. Hugues Alcindor. Bonsoir à tous. Le Corps de police de Séville, CDSP, est une association créative sur la ville. Elle a pour coutume d'organiser le profil du Nord-Caï. Un profil qui s'est très bien passé, très belle finale, le beau finaliste avec la bannière. Et le Grand Prix de la carrière de la région de Martinique, respectivement au mois de janvier et de mai. C'est à ce titre qu'elle sollicite la ville pour l'attribution d'une avance de subvention. Le maire propose de verser au club une aide financière pour le compte de 1 700 €. Et demandons au membre du conseil municipal d'allouer à l'association le Corps Police de Saint-Pierre une avance de subvention de fonctionnement sur le budget 2016 de montant de 1 700 € pour l'organisation de la manifestation prévue en 2016. Collègue, vous avez la parole. Pour votre... Hugo a tout dit, donc comprenez bien qu'il s'agit en fait à la fois de financement d'une opération qui s'est passée au mois de janvier, voilà,
et ensuite de prendre comment dire, de l'avance sur le budget des associations qui sera voté avec le budget en fait. Chaque association qui le sollicitera recevra une lettre de la part de la mairie de Saint-Pierre. Le club police ayant une deuxième opération au mois de mai, bien entendu, ça n'est pas l'intégralité de la subvention que nous leur donnerons pour cette année, sachant que l'opération du mois de mai est encore plus lourde que celle du mois de janvier. C'est un club extraordinaire qui fait du très très bon travail, qui a une notoriété qui dépasse largement la Martinique, et nous souhaitons soutenir ce club autant que faire se peut. Qui vote? Qui souhaite intervenir avant qu'on passe au vote? Personne. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons donc au point 8, qui est celui de la révision des tarifs de la cyberbase. Monsieur Planchet. Merci. La cyberbase est un outil communal qui favorise l'accès aux technologies de l'information et de la communication, communément TIC, au plus grand nombre. En effet, elle accueille le public de tous âges qui souhaitent participer à des ateliers destinés à se familiariser avec l'outil informatique, découvrir et utiliser des logiciels de bureautique, réaliser ses propres démarches en ligne, et également pour les touristes et les visiteurs de passage qui leur permettent d'avoir un accès sur le monde extérieur. Pourtant, depuis 2007, les tarifs applicables à la cyberbase restent inchangés. Il apparaît donc nécessaire de procéder à une révision de ces derniers afin d'assurer l'entretien du matériel, son remplacement et l'acquisition de consommables tels que les ramettes de papier, les cartouches d'encre. Cette nouvelle proposition de tarif est présentée en annexe 4. Alors, vous l'avez tous reçu. Alors, il y a une petite rectification, monsieur le maire, concernant le tarif sur les consommables, c'est-à-dire sur les photocopies et les impressions. La proposition que je fais est de 50 centimes pour les impressions en noir et blanc. Enfin, je n'aime pas tellement de noir et blanc, de monochrome. En impression monochrome, 50 centimes. Et en impression couleur, 70 centimes pour lui, ce qui est écrit sur la texte, 30 centimes, qui sont les tarifs qui étaient déjà appliqués. Alors, pour information, nous avons validé l'acquisition d'un vrai photocopieur et un vrai outil multifonction pour cette cyberbase. Et on aura la possibilité aussi d'adosser à ce copieur un monnayeur sur lequel les utilisateurs pourront venir eux-mêmes entrer leurs pièces pour pouvoir faire leur photocopie sans pour cela avoir l'assistance ou la présence d'un régisseur sur place. Donc je ne sais pas si je dois prendre tous les tarifs ou le fait d'avoir l'annexe. Combien j'attends vos questions complémentaires là-dessus. Question. Monsieur Garnissan. Bonsoir. Donc la question, la cyberbase d'abord est faite pour un lien social. Et ce lien social, je ne le vois pas là. Donc les chômeurs, je vois qu'ils payent 25 € pour les 6 mois. Or, je préfère qu'ils ne payent pas. Au moins qu'ils ont au moins 2 heures tous les mois d'occupement. Et ça, et les personnes âgées aussi, au-delà de ce âge, je pense pas qu'il faut absolument les aider. Que les autres payent plus, ça ne dérange pas. Mais ceux qui ne travaillent pas, je veux bien aimer qu'ils le payent. On fait ce lien social. Au moins quelques heures. Pour s'aider, pour faire le demande de l'université. Je passe la parole à M. Planchet.
bonjour là-dessus. Alors, nous sommes basés un petit peu sur les tarifs qui sont pratiqués généralement dans les cyberbases de Martinique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on ne peut pas se permettre, vu l'état financier dans lequel nous avons trouvé cette grille, on ne peut pas se permettre de ramener une cotisation de 6 mois ou 25 € à zéro. Elle était de 20 € pour les 6 mois avant. Donc on ne peut pas se permettre de le faire. Et bien entendu, nous sommes tout à fait conscients de l'importance du tarif que nous appliquons. Mais il convient quand même de ramener ce tarif à une réalité. La réalité, c'est que cette cyberbase génère des dépenses que nous devons pouvoir en partie couvrir. Ce ne sont pas ces 25 € pour 6 mois, c'est-à-dire 50 € pour une année, qui permettront de couvrir totalement les frais inhérents à une cyberbase. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour cela, il faut savoir aussi que nous avons également mis à la disposition des usagers de la cyberbase beaucoup plus de monde pour pouvoir les aider dans leur démarche. Je rappelle que dans cette cyberbase que nous sommes arrivés, il y avait sur 19 ordinateurs qui étaient présents, il n'y en avait que 3,5 qui fonctionnaient, et il y avait 2 personnes. Actuellement, cette cyberbase a été complétée, nous avons remplacé déjà tous les ordinateurs, donc le personnel a été complété avec des emplois jeunes, des emplois d'avenir. Donc il y a maintenant 3 personnes supplémentaires qui sont là pour orienter ces usagers de la cyberbase. Donc on ne peut pas se permettre non plus de ne pas rentrer dans une partie du fonds de la cyberbase compte tenu de l'état des finances de la ville de Saint-Pierre. Alors, je pense qu'on peut, si on veut, les chômeurs, on peut le faire. Si on veut. Il y a 30-35% de chômeurs à Saint-Pierre, on peut le faire. Si on veut. Donc c'est une question de volonté. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Et il y a aussi une volonté de la part non seulement du personnel de cette cyberbase, mais aussi de l'équipe municipale, de générer, de créer des périodes de gratuité qui permettront justement à ces chômeurs à certains moments de pouvoir bénéficier d'animation. Cette cyberbase sera désormais animée avec des périodes où on pourra ouvrir cette cyberbase avec des gratuités, ce sera communiqué, donc on pourra également bénéficier à ce moment-là. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas rentrer en partie dans les fonds de cette cyberbase. Je voulais juste éclairer un peu le débat parce que bon, il faut savoir que ce n'est pas un tarif que l'on a inventé pour les demandeurs d'emploi. Avant, ils payaient. Nous nous sommes inspirés de ce qui existait avant en rendant plus lisible simplement les tarifs pour que les gens sachent un peu mieux de quoi on parle. Là, je vois qu'avant, pour les demandeurs d'emploi, il y avait 20 € pour 660 minutes. 660 minutes, ça parlait pas aux gens. En fait, quand on reconvertit, là actuellement nous disons 25 € pour 12 heures par mois, pour 6 mois. C'est-à-dire 2 heures par mois. Les gens savent mieux que quand ils ont 2 heures par mois, ils ont 12 heures pour 6 mois, ça coûte 25 €. Avant 20 € ou 660 minutes, bon, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Et en fait, 20 € quand on fait la conversion, parce que là c'est 720 minutes, 12 heures. Si on ramène à 720 minutes le tarif d'avant, ça faisait déjà 22 €. Donc en fait la proposition est de 3 € pour un semestre, pour 6 mois. Donc on n'est pas en train d'assassiner les gens. Tous les tarifs, d'ailleurs, on me l'a un petit peu reproché, j'ai voulu qu'ils n'augmentent pas. Parce qu'effectivement, si on compare le service rendu
entre 4 ordinateurs sur 19 qui fonctionnaient et maintenant 19 sur 19. Quand on compare le fait qu'il y avait 2 salariés qui essayaient tant bien que mal de tenir quand même toute une semaine en face de leur mission, qui devient de plus en plus sociale, avec des congés maladie, certains jours, la cyberbase était tout simplement fermée. Quand on met en face le fait que assez souvent on nous avait signalé que la cyberbase n'avait plus de liaison internet, parce que la mairie ne payait pas sa facture, comprenez que maintenant on a 3 jeunes supplémentaires embauchés en contrat aidé avec des compétences informatiques. Donc 5 personnes, les horaires d'ouverture que nous avons élargis, qui ont été négociés ce matin avec un comité technique, avec les représentants des salariés. Nous avons 19 ordinateurs sur 19 qui fonctionnent et nous comptons donc maintenant faire des tarifs adaptés aux situations et c'est comme ça que nous sommes en train de négocier avec un centre médical, bon, je dirais comme ça pour ne pas être plus précis, des tarifs adaptés pour les patients de ce centre. Donc nous sommes bien conscients de la mission sociale. S'il y en a un qui est au fait des choses, c'est bien moi. J'ai été alerté dès mon arrivée sur le fait que la cyberbase devenait un outil social par l'assistance sociale du secteur qui s'est déplacée exprès pour dire les besoins du secteur et elle m'a pointé du doigt le problème que maintenant les personnes avaient de plus en plus à remplir des papiers sur Internet. Ça n'est plus pour jouer qu'on va à la cyberbase. Donc nous sommes bien conscients de ça, mais il faut bien quand même que la cyberbase puisse fonctionner. Et je peux vous dire que c'est pas avec ça qu'on va rentabiliser la cyberbase, il n'est pas question de ça. Il s'agit aussi de responsabiliser, parce qu'imaginons qu'on ne fasse rien payer aux gens, bah, ils vont passer la journée à la cyberbase. Ça sera le premier réflexe, puisqu'ils ne payent rien. Donc à un moment donné, il faut responsabiliser les gens face à l'outil que l'on met à disposition pour que ça puisse profiter effectivement à tout le monde. Monsieur Belchas. Merci Monsieur le maire. Alors je voudrais juste apporter un complément à ce que vient de dire Monsieur le maire, aux collègues et à l'ensemble des personnes présentes. Il faut quand même se rappeler que les demandeurs d'emploi peuvent aussi s'appuyer sur le Pôle emploi, où ils ont un accès Internet pour la recherche d'emploi qui est gratuit, où ils peuvent faire des photocopies de tous les documents qui leur sont demandés pour constituer des dossiers d'aide ainsi que des recherches d'emploi gratuitement, et que aussi au niveau du Pôle emploi et de la Chambre de commerce, ils peuvent bénéficier d'ateliers qui sont pris en charge à 100% pour leur permettre en fait une meilleure maîtrise de l'outil informatique. Donc je pense que dans ce cadre-là, effectivement, la cyberbase ne vient que compléter un dispositif qui est déjà quand même relativement conséquent. Donc il faut qu'au bout d'un moment, on puisse se dire aussi qu'on n'est pas que spectateur, on est aussi acteur de sa réussite. D'où l'importance d'avoir un tarif, effectivement, comme l'ont rappelé M. le maire et M. Planchet. Tarif qui reste quand même extrêmement raisonnable. Qui reste extrêmement raisonnable et favorable à l'accès à l'outil informatique pour toute la population. Y a-t-il d'autres interventions? Donc nous allons passer au vote. Oui, donc il y a une petite modification des tarifs qui doit être prise en compte des photocopies. Donc ça a été noté. C'est bon? Donc je rappelle que ça n'est pas en l'état que le vote se fait sur le document que vous avez reçu, mais avec les modifications que je vous demande donc d'approuver les tarifs tels que présentés et de permettre leur application dès le 1er mars 2017. Pas tel que présenté, mais tel que proposé avec les modifications. Qui vote contre? Monsieur Carissan. Un vote contre. Qui s'abstient? Une abstention. Adoption à la majorité, moins une abstention et un vote contre.
Nous passons au point 9, qui nous permet d'aborder la révision du plan de financement de l'opération rénovation de la cathédrale du Mouillage. Je passe la parole à M. Marquet. Le retard pris sur la réalisation du travail de service d'opération et rénovation de la cathédrale du Mouillage impose la révision du plan de financement de la ville d'opération. La Convention fédérale demandée par là, Fonds européen agricole pour le développement rural. Ayant expiré le 30 juin 2015, il a été décidé de réaliser la première phase de l'innovation des États. Celle-ci, le montant global définitif de 1 303 186 000 € se verrait ainsi scindé en deux parties. Une phase 1A correspondant au financement du FEDER inscrit au programme opérationnel 2007-2013. Une phase 1B correspondant au financement FEDER inscrit au programme opérationnel 2014-2020. Cette dernière prend le relais de la première phase de l'achèvement des travaux. Ainsi, donc, après vous avez le tableau, un premier tableau qui rappelle la phase A et un deuxième tableau qui rappelle la réévaluation de la phase 1B. Donc, plutôt que de vous lire ces tableaux-là, parce que je suis assez libre à bâtir, ce que je vous propose, c'est de vous porter un peu d'explication. Alors déjà, un rappel quand même, parce que plusieurs personnes vous demandaient effectivement à quoi consistait effectivement cette innovation. Il faut savoir que cette innovation, c'est effectivement tout ce qui est la toiture charpente, les façades, et aussi ce qu'on appelle les menuiseries dans la partie vitraux. Le service agriculture là-dessus, donc c'est le service de la direction de l'agriculture et de la forêt. Et il y a un architecte qui suit les travaux, donc c'est l'architecte des monuments historiques de France. C'est un monsieur, effectivement, qui n'est pas en Martinique, qui est bien en France. Alors, le projet, donc, il a été divisé en trois parties. Une phase 1, ce qu'on appelle le cœur, la partie qui est juste au-dessus de terre. Une phase 2, c'est ce qu'on appelle le vaisseau, la partie centrale même du bâtiment. Et une phase 3, c'est-à-dire les deux tours, les deux parties de chaque côté de l'entrée de la cathédrale. Alors, comme nous sommes à la phase 1, la phase 1, effectivement, c'était la partie du cœur. Et cette partie-là, compte tenu du retard très conséquent qui avait été pris dès le départ, on a trouvé très judicieux pour ne pas perdre ce qu'on appelle ces fonds européens. On a trouvé très judicieux de la diviser, cette phase 1, en deux parties. La phase A et la phase B. Actuellement, le problème est effectivement, on va vous demander de revoter ces deux, de se prononcer sur les deux plans de financement de ces deux phases. Alors, il faut savoir que, parce que ce n'est pas la première fois, hein, en juillet, le dernier conseil municipal de juillet, on avait déjà fait cette demande-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le montant prévisionnel de cette opération de la phase 1, c'est à peu près moins de 1,8 million. Et que chaque fois qu'on avance dans les travaux, parce que ce sont des travaux quand même assez particuliers, il y a même eu un article sur le consenti il y a à peu près sur une semaine. Ce sont des travaux quand même assez particuliers, et chaque fois qu'on avance, c'est vrai qu'il y a des contraintes qu'on n'a pas prévues. Donc, à chaque problème, donc effectivement, on réévalue, on fait une réévaluation de telle sorte à pouvoir payer les entreprises. Donc, le montant total de l'opération, parce que les travaux vont se terminer, je crois, à ce moment-là, le fait normalement, la logique vous dit que si ce n'est pas février, c'est des paiements, donc, on peut remarquer que le montant total, qu'on ne sort pas de l'opération, puisque le montant total des travaux, aujourd'hui des travaux, est de 1 300 000 et quelques, alors que le montant prévisionnel de ces travaux était de moins de 1,8 million. Donc, tout simplement pour dire que la
sur ce montant des travaux. Merci. Chers collègues, vous avez des questions? Vous retenez donc que les travaux avancent, c'est le plus important, avec les difficultés que nous avons trouvées et avec lesquelles nous débattons, mais les travaux avancent. Oui, en tout cas, là, on ne va pas passer à la phase suivante, pas avant Pâques, que c'est ce qui a été négocié avec. On va passer après Pâques, parce que c'est ce qui a été négocié avec Père David. Parce que le fait de faire glisser vers la partie centrale de la cathédrale les échafaudages va rendre impraticable le culte pendant près d'un mois et demi. Et donc, nous avons préféré laisser passer Pâques et les fêtes de Pâques avant de fermer l'église pour 6 semaines, pendant lesquelles on va déplacer les échafaudages pour continuer ces travaux. Pendant la phase 2, pour attaquer la phase 2. C'est ça. Et donc, bien entendu, il faut trouver une possibilité, il a fallu rechercher une solution pour que la continuité du culte, pour que la messe puisse se faire. Et en discussion avec les services techniques, il a été émis l'hypothèse que les messes puissent se tenir pendant cette période à la guinguette. Je savais que... Sachez que les travaux donc, ont repris hier de façon très intense, parce que les services techniques se sont tout de suite mis au travail pour rendre cet espace qui peut recevoir 300 à 400 personnes quand même disponible pour pouvoir passer ces 5 ou 6 semaines. Après, la cathédrale va pouvoir la réintégrer en réaménageant l'espace qui sera disponible, en redistribuant les bancs, peut-être en remplaçant certains bancs par des chaises. Il y a tout un travail qui va être fait par les services techniques pour redistribuer les places. Mais on va pouvoir utiliser à nouveau la cathédrale après cette phase. Alors, entre-temps, il se pose la question du 8 mai. Le 8 mai, nous devons aussi trouver un endroit où faire la messe. Parce qu'en principe, le 8 mai, il y a plus de monde. Et nous sommes en train de rechercher la solution aussi. J'aime bien parce que le curé, il aime bien ça aussi. Ça pourrait se faire entre le marché et la place Berthe. C'est quelque chose qui a été discuté très récemment lors de la visite pastorale de Monseigneur Macaire, accompagné du Père David. Vous en saurez plus en temps et en heure sur ce sujet. En attendant, donc, il s'agit de, sauf si vous avez des questions, d'approuver, de vous prononcer sur les nouveaux plans de financement, les phases 1A et B, et de m'autoriser à solliciter les cofinanceurs concernés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons donc à la question 10. C'est simplement une restitution, une communication de l'avis de la Chambre régionale des comptes numéro 2015-129. La Chambre régionale des comptes rappelle que les assemblées délibérantes doivent être tenues informées des avis formulés et des arrêtés pris par les représentants de l'État. Aussi, le 8 octobre 2015, la Chambre régionale des comptes a rendu un avis numéro 2015-0129 concernant le budget 2015 de la commune, reçu en mairie le 17 décembre 2015. En effet, le syndicat SCCNO avait sollicité la Chambre régionale des comptes afin que la ville de Saint-Pierre inscrive à son budget un crédit de 82 869,97 € pour permettre le règlement des sommes dues au titre des arriérés pour le service de l'eau.
s'avère que conformément à l'article L1612-15 du Code général des collectivités qui précise que ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé, seule la somme de 51 164,39 € correspond à une créance obligatoire répartie de la manière suivante. 39 394,99 € fondés sur l'absence de règlement de participation statutaire pour le second trimestre 2012, 6 019,40 € pour le bimestre 2013, 5 750 € de redevance d'assainissement pour l'année 2014. Ces sommes ont depuis été mandatées et ont fait l'objet d'un paiement aux créanciers les 6 juin 2013 et 10 avril 2015. Les numéros de mandat 1027 2013, 1028 2013, 1029 2013 et 245 2015. Il reste cependant 31 705,58 € datant apparemment de 97 et pour lesquels le SCCNO n'a transmis aucun justificatif. De plus, l'existence d'un titre exécutoire ne suffit pas à fonder le caractère obligatoire de cette dépense. Aussi, la CNC dit que la créance de 31 705,58 € fondée sur la seule mention 1997 P10.1 du 1er janvier 2005, titre transféré figurant sur le bordereau, ne constitue pas en l'état du dossier une dépense obligatoire pour la commune. En conséquence, elle conclut qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure engagée au titre de l'article L1612-15 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales. Donc, le détail vous a été transmis en annexe 5 pour plus de précision. Donc, chers collègues, il ne s'agit pas de délibération. Nous n'avons pas à voter sur cette communication de l'avis de la Chambre générale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Néanmoins. Pas de questions. Donc la dernière rubrique, ce sont les informations diverses. En fait, il y en a une. Oui, Madame Lara. Oui. Le règlement de communication soit retiré. Donc en fait, c'est une communication importante quand même. C'est pour information. Il faut savoir que ça touche à l'opération des options d'habitat insalubre du quartier Levasseur. Ce projet qui a été lancé en 1999 a pris beaucoup de retard et il s'avère qu'au 3 mars 2016, il y a une facture qui, du fait des retards pris, nous fait perdre à la mairie de Saint-Pierre un équivalent de financement d'environ 3 millions, de peu plus de 3 millions d'euros. Donc parce que, en fait, du fait de ce retard, cet argent, ce budget n'a pas pu être consommé. Et donc, nous voilà contraints de réétudier ce projet. Et comment le faire, si ce n'est qu'en le globalisant avec l'opération de revitalisation du centre-bourg. Je vous rappelle qu'il y a une opération de revitalisation du centre-bourg qui est en cours, c'est-à-dire qu'il s'agit de rénover certaines maisons qui ont été bien identifiées dans le bourg et dont on va aider les propriétaires à rénover ces maisons. Donc dans le cadre de cette étude, on va englober l'opération RHI Cap Nord. Peut-être que je devrais passer la parole à Mario Marquet là-dessus, qui suit bien le projet, qui pourrait être un peu plus précis et répondre à vos questions sur cette opération. Oui, alors, juste pour compliquer, pour plus de précision, l'opération RH du fort, il s'agit effectivement de la réhabilitation, non seulement des habitations, mais en fait en construisant non seulement en les rénovant ces habitations, parce que sont très variées, mais aussi en créant des réseaux, ce qu'on appelle les VRD, les réseaux divers. Mais aussi, très important à mon avis, c'est ce que la partie site historique. Il faut la mettre en valeur, ce sont des sites qui sont appelés les publics. Nous avons effectivement la volonté de remettre
en l'état. Je pense que le renouvellement en l'état, effectivement, lié à cette remise en état, les activités économiques, je pense que cette population pourra effectivement bénéficier. Alors, ça c'est pour l'opération RHI. Alors, l'opération RHI, en fait, à la limite, comme elle va débuter, on a déjà acheté un premier terrain. Sur ce terrain, on peut éventuellement construire un immeuble avec 20 logements sociaux. Et ça nous permettra de faire ce qu'on appelle les opérations transit. Alors, le quartier lui-même, il a été divisé en plusieurs îlots. Et chaque fois qu'on va travailler aux abords de l'îlot, on va sortir les habitants, on va les reloger. Ça nous permettra de faire des travaux en sécurité et surtout aussi à l'avancée. Ils avancent un peu vite. Concernant effectivement par contre pour la revitalisation du Socremo. Alors il faut savoir que le périmètre de ces deux opérations n'est séparé que par la rivière Auxerre. Donc en fait, la RHI a son périmètre qui va aller jusqu'à toucher le périmètre de la revitalisation du Centre-Bourg. Alors l'opération revitalisation du Centre-Bourg, c'est tout simplement, comme M. le maire a dit, c'est la rénovation des façades et la réhabilitation des maisons existantes. Il y a plusieurs maisons, il y a un recensement qui a été fait depuis de très longues années et on est en train de refaire tout ça, de telle sorte à pouvoir être beaucoup précis pour pouvoir gérer cette opération pour mieux. Alors il y a aussi, en dehors du bâtiment lui-même, il y aura aussi une partie signalétique, c'est très important pour le tourisme, pour que toutes les personnes puissent se retrouver, et effectivement une partie de ce qu'on appelle le cheminement de l'eau, donc peut-être effectivement des trottoirs pour pouvoir évaluer à partir de cette opération. Je ne vais pas avoir fait le tour, sauf que peut-être pour vous dire qu'il y a un chef de projet, c'est M. Leandi, et aussi une charge de mission qui est Claude Biolo. C'est vous l'accueillir, voilà. Donc, collègues, c'était juste pour vous informer que cette opération RHI qui était lancée depuis 1989, elle est arrêtée. Nous avons effectivement réussi, enfin, il a été réussi. On a réussi à consommer une très faible partie du budget de plus de 3 millions d'euros qui était sur la table pour cette opération. Donc c'est déjà quelque chose, en rachetant ce terrain qui va permettre de faire l'opération tiroir, quelques logements sociaux. Mais là, nous sommes repartis dans... Bon, on va d'abord essayer de demander une prolongation exceptionnelle de l'opération pour passer la date butoir qui nous oblige à renvoyer l'argent, en quelque sorte, je simplifie. Mais on n'a probablement pas beaucoup de chance d'obtenir cette prolongation. Donc nous sommes dans l'obligation de repartir sur un projet, un autre projet, avec bon espoir de faire cette fois-ci, d'aller jusqu'au bout de l'opération qui est nécessaire pour ce quartier, qui est quand même un quartier historiquement très important pour la Martinique. C'est le premier quartier de Martinique, le quartier de Bassor. C'est un patrimoine très très important pour nous et on va y arriver. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des demandes d'explication, des interventions complémentaires. Voilà, chers collègues, je voulais vous dire simplement, vous rappeler en tout cas que nous avons un moment fort la semaine prochaine qui est l'accueil de l'ambassadeur de l'Inde en France. Il sera de passage en Martinique pour un déplacement privé en partie pendant 2 jours, mais le 3e et dernier jour, il sera à Saint-Pierre en déplacement officiel. Il passera la matinée à Saint-Pierre, il arrive à 9h30. Il souhaite, j'espère que ça va pouvoir se faire, arriver par bateau. Pourquoi? Parce que la symbolique de l'arrivée des premiers Indiens le 6 mai 1853 est en jeu. C'est-à-dire qu'il veut symboliquement arriver par bateau dans Saint-Pierre en mémoire de ses ancêtres
qui sont arrivés par cette voie il y a tant d'années. Il va donc être une visite officielle, ça va se passer en mairie, le rendez-vous c'est en mairie à 9h30, discours officiel. Ensuite il visitera quelques points, disons les sites patrimoniaux de Saint-Pierre, et ça se terminera à l'invitation de Paz. C'est lié aussi à l'histoire des Indiens, et un déjeuner de Paz, et il repartira de Saint-Pierre vers 14h30. Donc si vous voulez, chers amis, je m'adresse aussi au public, lui faire un accueil, vous avez rendez-vous avec nous ici à 9h, disons, de préférence, dans la cour de la mairie. Tout le monde ne pourra pas venir en mairie, mais dans la cour, parce que il y a un protocole très, disons, bien déterminé, hein, donc tout le monde ne pourra pas entrer dans la mairie. J'ai envie de dire que c'est la délégation officielle seulement, la presse, etc. Mais par contre, sur le parcours et dans la cour de la mairie, le public sera apprécié pour accueillir cet illustre personnage. Alors cette visite, c'est pas une visite comme ça, hein, ça nous permettra de préparer un événement très important pour le 6 mai 2016, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, mais ce sera sur le thème de l'indianité, et ça marquera l'arrivée des premiers Indiens à Saint-Pierre et à Martinique. Je ne veux pas vous en dire plus pour l'instant. Madame Rina Martial est en charge de piloter l'événement pour l'aspect politique. Et je peux vous dire que ce sera un événement très très fort et très important pour nous tous le 6 mai 2017. Voilà. Monsieur Marquet. Donc, mardi dernier, Mme Bragas et moi-même, nous avons participé à une réunion à la demande du préfet de la Martinique, qui était notre préfecture, et que cette manifestation, cette réunion était animée par M. le préfet à partir de ce déplacé. Alors, il s'agissait de préparer un exercice de sécurité civile au tsunami. Alors, l'opération s'appelle Carib Will 16 pour 2016, parce qu'apparemment, ils font cet exercice-là tous les ans, pour essayer de créer une culture risque. Et Carib Will, apparemment, c'est le système d'alerte, lui-même, il s'appelle comme ça. Alors, le jour qui a été retenu, c'est le jeudi 17 mars 2016. Et en fait, c'est un exercice et tout simplement faire savoir par les SNF, par voiture sous l'eau, alerter la population de telle sorte, effectivement, qu'à un moment donné, on leur donnera un signal pour leur dire attention, il y a un exercice tsunami. Donc, le principe c'est qu'il faut laisser la voiture et partir à pied sur un point haut. Normalement, c'est plus le gazon. Alors, bien sûr, on va pas vous demander de partir pour aller vous placer à 15 mètres de hauteur, mais en fait, si vous recevez cet SMS, effectivement, il faudra effectivement penser tout simplement, effectivement, chercher un cheminement qui s'éloigne de la mer. Alors, normalement, vous devez déjà avoir ce qu'on appelle dossier d'information sur le risque majeur. Et sur ce document, effectivement, vous devez voir apparaître les points où, suivant par quartier, vous devez vous réfugier. Mais on a actuellement une retard assez considérable. J'espère que très bientôt, effectivement, ce document sera mis en application et sera distribué à la population. Alors, le principe, c'est que forcément, dans ce document, il faudra faire un recensement de toute la population qui est actuellement sur le littoral, sur la zone littorale. Et si vous êtes d'accord, je pense que vous pouvez vous rapprocher de ma collègue Mme Bragas, laisser vos numéros de téléphone, laisser le numéro de portable, de telle sorte qu'on puisse éventuellement
vous passez cette information et pensez à introduire, à commencer à réceptionner effectivement cette culture de risque. Parce qu'effectivement, la Martinique, on est en zone de terre, avec des aléas quand même très forts. Donc effectivement, le gouvernement pour le tsunami ou autre, il faudrait effectivement qu'on commence un petit peu à travailler dessus. Merci Mario. Donc, chers collègues, si vous n'avez pas d'autres informations ou questions, je vais simplement vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci.